L'épisode du Covid, c'était vraiment c'est un épisode qu'on a tous traversé comme étant de nature exceptionnelle et qui a clairement mis le système des droits de l'homme face à ses limites et à ses responsabilités. La question étant de savoir, est-ce que les droits de l'homme sont capables de protéger la société lorsque la société entre dans une forme de panique face à un risque prétendument nouveau, qu'on n'arrive pas à mesurer, lorsque, comme le disait M. Macron, on est en guerre. Il y a une incapacité du système des droits de l'homme à répondre en situation de crise à des restrictions brutales des libertés et même à l'imposition de la vaccination obligatoire. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous mensuel avec Gregor Pupink, le directeur de l'ECLJ. En ce mois de septembre 2024, Gregor Pupink, vous fêtez vos 25 ans avec notre association, le Centre européen pour le droit et la justice. Et donc vous suivez à ce titre depuis près de 25 ans les institutions européennes et particulièrement ce qu'elles disent en matière de droits de l'homme. Alors joyeux anniversaire. Merci. Et pour fêter ça, on s'est dit qu'il était grand temps, de faire un rendez-vous mensuel, voilà, chaque premier vendredi du mois, pour parler des décisions importantes qui concernent les droits de l'homme et dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse, et de les aborder et de pouvoir donner des détails, des explications claires, justes et précises. Donc si vous voulez ces informations, justement, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour être notifié dès que nous sortirons une vidéo. Ce sera chaque premier vendredi du mois. Et donc je ne mens pas, on va tout de suite commencer par un sujet, une décision importante qu'a rendue donc la Cour européenne des droits de l'homme, un arrêt du 29 août qui concerne la vaccination obligatoire. C'est une décision qui a été rendue contre l'État de Saint-Marin et qui s'appelle Pasquinelli. Alors c'était un petit peu comme en France, des soignants qui ont été forcés de se faire vacciner, qui ont refusé, qui n'ont pas eu gain de cause dans leur pays, qui sont venus à la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les mesures litigieuses étaient proportionnées et justifiées au regard du but poursuivi et puis de la situation de pandémie mondiale exceptionnelle. Et donc, elle les a déboutés, elle leur a donné tort. La Cour européenne a dit qu'il n'y avait pas violation du droit à la vie privée. Alors, Gregor, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus exactement sur cette affaire? Bon, d'abord, merci Christophe d'organiser cette émission mensuelle. Je pense que c'est un bon rendez-vous, effectivement, de partager en vidéo l'actualité de la Cour européenne, l'actualité des droits de l'homme en Europe et puis aussi au niveau international à l'ONU. Oui, depuis 25 ans, nous, ici à l'ECLJ, au Centre européen pour le droit et la justice, nous travaillons de près avec la Cour européenne. Nous sommes intervenus dans de très nombreuses affaires. On a gagné de très nombreuses affaires aussi. Donc on a développé cette compétence, cette expertise sur le système européen de protection des droits de l'homme. On a fait aussi des travaux de critique de fond sur la philosophie des droits de l'homme, sur le fonctionnement de la Cour, ses dysfonctionnements, les manquements à l'impartialité même. Donc voilà, donc c'est l'occasion par cette émission de partager davantage avec les personnes qui suivent le CLJ sur l'évolution de la Cour, sur ses décisions récentes. Et là, il y en a une effectivement qui a retenu notre attention, c'est celle qui porte sur la fameuse question de la vaccination obligatoire au Covid. Est-ce qu'on peut sanctionner, est-ce qu'on peut suspendre des personnes, en particulier du personnel médical, qui a refusé la vaccination? Alors c'est une décision nouvelle que la Cour européenne a prise. On dit même que c'est la première s'agissant de suspension de personnel médical. Voilà, donc depuis maintenant quasiment 3 ans, la Cour s'est prononcée sur plusieurs aspects des conséquences de la crise Covid, la gestion du Covid. Il y a eu de très nombreux recours introduits à Strasbourg. Alors sur différents aspects, l'interdiction de manifester, par exemple, interdiction de déplacement, fermeture de magasins, interdiction du culte, fermeture du culte, et aussi la question de la vaccination. Ce qui est objectivement normal vu le nombre de restrictions objectives qu'il y a eu en matière de droits de l'homme au nom de la lutte contre la Covid. Donc mais la Cour a quand même été un peu prudente, j'ai l'impression. Ce qu'on peut dire, c'est que l'épisode du Covid, c'était vraiment c'est un épisode qu'on a tous traversé comme étant de nature exceptionnelle et qui a clairement mis le système des droits de l'homme face à ses limites et à ses responsabilités. La question étant de savoir, est-ce que les droits de l'homme sont capables de protéger la société
lorsque la société entre dans une forme de panique face à un risque prétendument nouveau qu'on n'arrive pas à mesurer, lorsque, comme le disait M. Macron, on est en guerre. Donc finalement, est-ce que cette panique dans laquelle nous avons tous été plongés, subjugués avec l'effet des médias, la peur, la crainte, eh bien, est-ce que cette panique a eu pour effet, en quasiment 48 heures, d'abolir les droits et les libertés individuelles? Parce qu'on a traversé cette épreuve, on va dire, on a fait cette expérience d'une perte brutale de liberté, mais extrême. Je me souviens, je dois dire que j'ai honte avec le recul, d'avoir rempli des attestations pour aller faire une balade au bout de mon jardin, quasiment. Donc on a été quand même rabaissé dans l'exercice de nos libertés. Très rapidement, on a perdu beaucoup de jugements critiques. Et donc la question c'est, est-ce que le système de protection des droits de l'homme est capable de nous protéger? Alors sur le moment, non. C'est clair que non. C'est seulement maintenant que la Cour prend des décisions, enfin maintenant, depuis un an, que la Cour rend des décisions. Mais sur le moment, le système des droits de l'homme n'était pas capable de nous protéger. Donc on a pu nous imposer des restrictions extrêmes. On a pu nous imposer quasiment grande majorité de la population, la vaccination avec un produit quand même assez douteux, sans que les instances de protection des droits de l'homme puissent faire quoi que ce soit. Alors moi je sais de sources sûres, de sources internes à la Cour, que même au sein des juges de la Cour, une proportion significative ne voulait pas trop être vaccinée. Donc voilà, il y avait, même au sein de la Cour, une tendance à essayer d'échapper. Alors le système de la Cour s'est mis en berne, ils ont quasiment fermé boutique pendant toute la durée de l'état d'urgence et encore au-delà. Eux aussi se sont mis en télétravail. Et se sont mis en télétravail, mais ils ont beaucoup réduit aussi leur activité. Une proportion importante des juges n'a pas voulu être vaccinés, donc ça c'est un fait, en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. Mais voilà, en tout cas, il y a une incapacité du système des droits de l'homme à répondre en situation de crise à des restrictions brutales des libertés et même à l'imposition de la vaccination obligatoire. Mais donc là, vous êtes un peu déçu par cet arrêt parce qu'on est en août, enfin, la décision a été rendue en août 2024, et donc on est un peu, au moins 2 ans après. Je veux dire, le Covid est quand même derrière nous, mais la Cour ne sanctionne pas l'État. Elle donne raison à l'État, il a eu raison avec les données qu'il avait, il a pu prendre des mesures exceptionnelles et graves quand même, c'est ça? Alors la Cour, jusqu'à présent, a toujours justifié les restrictions portées aux libertés en période de Covid. Qu'il s'agisse même des libertés de manifestation, la Cour a pris un bon arrêt, un bon jugement dans un premier temps, dans une affaire contre la Suisse, où elle avait estimé que les atteintes, les restrictions aux libertés de manifestation syndicale avaient été trop fortes. Et là, ensuite, la Cour a décidé de réviser son jugement. Parce que, voilà. Donc finalement, quand on regarde avec le recul, un petit peu toutes les affaires qui sont passées, eh bien, systématiquement, la Cour a donné raison au gouvernement en disant bon, les circonstances étaient exceptionnelles, évidemment le but était légitime, à savoir préserver la santé publique. On ne savait pas ce qu'on pouvait faire à l'époque, ce qu'il fallait faire, donc fallait-il interdire les rassemblements, fallait-il interdire le culte, fallait-il fermer des magasins, voilà. Donc finalement là-dessus, la Cour a validé. Elle a tout validé. Elle a dit voilà. Oui, elle a tout validé. Alors à chaque fois avec des arguments un peu parfois tirés par les cheveux. Par exemple, la question du culte, nous sommes intervenus, le CAJ, dans de nombreuses affaires, et par exemple, elle a rejeté une requête au motif que le requérant n'aurait pas précisé quel jour, en fait, il ne pouvait pas aller à la messe, quoi. Oui. Le requérant s'est plaint du fait que les églises étaient fermées, et donc il ne pouvait plus pratiquer sa religion. Et la Cour dit « Ah, attendez, mais vous ne nous avez pas dit précisément quand est-ce que vous auriez voulu y aller et que vous n'avez pas pu y aller et en quoi ça vous a affecté ?» Donc en fait, elle a chipoté. Et là, dans l'affaire qui nous concerne aujourd'hui, sur cette affaire contre San Marino, San Marin, eh bien c'est pareil. Le personnel médical suspendu, ils ont perdu entre 500 et 70 000 euros. Voilà, comme argent de salaire perdu, quoi. Plusieurs mois de salaire. Mais la Cour leur dit, dans l'affaire, « Ah, mais attendez, en fait, bon, c'était votre choix. Et puis ensuite, vous ne nous dites pas précisément en quoi ça vous a affecté. » Ah oui. Voilà, parce qu'en fait, bon,
c'est pas grand-chose, 10 000 euros, quoi, si vous avez perdu 10 000 euros. Alors, en quoi est-ce que ça a vraiment modifié votre mode de vie? En quoi est-ce que c'était vraiment constitutif d'une ingérence, d'une atteinte à votre dignité, dit-elle? Voilà, vous n'avez pas vraiment montré que ça vous a vraiment affecté. Et donc ça, c'est un peu hypocrite, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres affaires où, quand on dit qu'on a perdu Bien sûr. des mois de salaire, la Cour comprend tout de suite. La Cour comprend, il y a un préjudice, il y a un préjudice, préjudice ouais. financier. Bon, ben voilà, il est de 3 000 euros, 10 000 euros. Pour l'un d'entre eux, au moins 60 000, voire 70 000 euros. Donc c'est évident, et pas besoin de préciser. Pareil, si on ne peut pas aller dans un lieu de culte, c'est pas la peine de dire quel jour. Enfin, c'est le fait même de ne pas pouvoir y aller qui en soi est un problème. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la Cour eh bien, valide ce qui s'est passé sur les différents aspects, y compris la vaccination. Alors, pour le faire, évidemment, elle essaye quand même de ne pas renoncer totalement au principe de protection des droits. Et donc, elle maintient quand même le fait que, en l'espèce, comme d'ailleurs dans des affaires antérieures, notamment l'affaire Vavrika de 2022, que, en l'espèce, voilà, le personnel médical en fait n'a pas été forcé d'être vacciné. On ne leur a pas tenu le bras, on ne les a pas vaccinés de force. C'est ça. En fait, elle dit, bon, c'était simplement une question de choix. Le personnel avait le choix d'être vacciné ou non, donc ils étaient libres. Et s'ils ne voulaient pas être vaccinés, eh bien en fait, ils n'ont pas vraiment fait l'objet de sanctions. Simplement, on peut comprendre que leur employeur ne pouvait pas les garder. Et donc, ne pouvait pas non plus les payer. Et c'est dans un contexte général où en plus le Covid a provoqué d'énormes pertes financières. Donc on n'allait pas en plus obliger les hôpitaux à payer des gens qui ne bossaient pas, parce que tel était leur choix. Et donc, mais là, quand même, il faut quand même dire que le Saint-Marin a quand même, je trouve, beaucoup mieux agi que la France, parce que ils ont mis en place, quand même, ils ont proposé des alternatives. C'est-à-dire que le personnel médical qui refusait la vaccination, eh bien, avait la possibilité, ou en tout cas, les hôpitaux devaient offrir la possibilité, soit de trouver un autre emploi dans l'hôpital. Oui, très bien. Donc c'est quand même, je dirais, un accommodement raisonnable avec le même salaire ou moins, mais pas plus. Soit rendre un service d'intérêt général avec une indemnité maximale de 600 euros par mois. Ça veut dire que vous avez des médecins, des gens qui passent d'un salaire de médecin à un salaire de rien, quoi, de stagiaire, 600 euros par mois d'indemnité pour rendre un service d'intérêt général. Et c'est que si la personne refuse de rendre un service d'intérêt général à 600 euros par mois maximum, que dans ce cas-là, elle ne touche rien. Donc Saint-Marin a quand même essayé, ils ont quand même essayé de trouver plus ou moins une solution, en tout cas en principe. Et là, je pousse un peu la logique. Est-ce que vous pensez que si une requête française arrivait à la Cour, sachant que, et là ça avait été confirmé par plusieurs membres de personnes qui travaillent dans les hôpitaux, c'est-à-dire que même des livreurs qui n'étaient pas en contact avec des patients ou qui étaient éloignés, entre guillemets, du public, ont été forcés de se faire vacciner, on les appelait, on leur mettait la pression, et s'ils ne donnaient pas leur certificat, ils étaient virés, enfin... il y a vraiment eu des... C'était plus radical, comme vous avez dit, vis-à-vis de Saint-Marin. Est-ce que la Cour leur donnerait raison, ou vous pensez quand même que, au fond, la Cour a une notion très restreinte de la liberté, même un petit peu hypocrite, j'oserais dire. Voilà, en fait, vous aviez le choix de vous faire vacciner ou pas. Après, vous avez perdu votre salaire. C'est ça. Voilà, c'est les conséquences de votre choix. Alors elle dit effectivement que vous aviez le choix. Et donc, à partir de là, vous avez exercé cette liberté de ne pas vous faire vacciner, et il y a des conséquences que vous deviez bien admettre. Et finalement, ces conséquences, elles sont relativement limitées. Voilà, une perte 10 000 euros en moyenne, voire 70 000, mais autour de 10 000 euros pour la plupart. Voilà, et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup de gens seraient prêts à donner 10 000 euros pour ne pas avoir été vacciné. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, donc la question de l'automaticité. Ça veut dire, voilà, la Cour note dans l'affaire que c'était pas automatique et que la situation est différente des pays qui, effectivement, obligent de façon globale la vaccination, imposent automatiquement une sanction. Voilà, la Cour dit, en l'espèce, c'était pas une sanction,
c'est différent d'un régime où il y aurait une vraie sanction, comme peut-être dans l'affaire Vavrika, où les parents ne pouvaient pas inscrire leur enfant, où les parents faisaient l'objet d'une sanction financière pénale, une amende. Voilà, s'il y a une sanction, c'est différent. La Cour tient aussi compte du fait que c'est du personnel médical dans l'affaire de Saint-Marin, et donc on peut pas effectivement cette décision ne peut pas être transposée au cas d'une personne qui serait obligée, sous peine de sanction, d'être vaccinée, alors même que manifestement elle n'est pas en rapport avec d'autres personnels ou avec des patients. La Cour tient compte du fait que cette affaire se situe dans un contexte hospitalier. Donc voilà, on peut quand même dire que, pour ne pas décourager aussi les requérants français, que voilà, cette affaire est quand même légèrement différente des affaires en cours introduites par des Français, par du personnel médical français. Et donc la conclusion, c'est qu'il ne faut pas hésiter à donner tous les arguments, même qui peuvent sembler un peu bêtes à la Cour, mais pour se prémunir de ce genre d'accusation là que vous avez dite, Oui. Vous n'avez pas expliqué en quoi ne pas aller à la messe vous embêter, ou aller dans l'église, etc. Ou quel jour vous pouvez pas y aller. Ouais. Quel jour, enfin vraiment préciser. Et est-ce que c'est quand même pas, encore une fois, un peu décevant, parce que cette décision, je pense, vient peut-être un peu à contretemps. Autant, en 2022, on était encore en fin de Covid, où il y avait encore une menace, etc. Et là, on est quand même en 2024, et depuis, il y a des informations qui sont sorties. Moi, je pense notamment, alors le premier, c'est que la vaccination était censée prévenir et freiner la propagation. Or, on a quand même vu, je crois que c'était la 4e vague en France, où objectivement, la population était vaccinée à plus de 90%. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la pire propagation. Il y avait le plus de tests PCR positifs. C'était le pic. Ça, c'était les chiffres officiels. Tout le monde l'avait reconnu. Et donc, voilà, il y a un problème. Ensuite, il y a eu quand même des rétractations d'études qui sont survenues depuis. Et je pense particulièrement à l'hydroxychloroquine. C'est-à-dire que là, c'est sorti il y a quelques temps, mais les 2 plus grosses études qui affirmaient que l'hydroxychloroquine ne valait rien du tout, n'était pas un traitement, était même mortel, ont été rétractées, tout aussi officiellement. Donc on voit bien qu'il y a eu un combat d'influence pour les traitements et de favoriser peut-être le vaccin. Et là, encore plus récemment, tout aussi officiellement, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a dit et a reconnu dans une lettre qu'il avait eu des pressions du gouvernement pour enlever tous les postes qui critiquaient les vaccins, et au contraire, il devait favoriser tout ce qui favorisait, tout ce qui était favorable au vaccin. Donc il a reconnu qu'il avait eu une pression d'État, une ingérence pour son entreprise, Facebook, en tant que PDG, et il regrettait d'avoir appliqué et de s'être soumis à l'État. Est-ce que c'est quand même pas là vraiment décevant de la part de la CEDH, des années après, avec ces révélations qui continuent un petit peu, où finalement qu'elle valide quand même la politique de l'État et qu'elle ne trouve pas que... Alors oui, la Cour, en fait, pour éviter de se prononcer sur ces vaccins, sur ces injections, eh bien, elle fait simplement remarquer que c'était validé par l'OMS. Donc, elle s'en tient là. Et elle précise d'ailleurs dans son communiqué de presse qu'elle ne se prononce pas davantage sur l'injection. Elle évite le sujet vraiment. Alors. Et elle dit voilà, à l'époque c'était accepté. D'ailleurs, c'était pas contesté vraiment que cela réduise les effets du Covid. Et donc elle s'en tient là. Je pense que peut-être qu'il faudra attendre une autre affaire qui sera probablement un jour introduite d'une personne qui a subi des effets secondaires. Qui là pourra effectivement agir en justice contre l'État pour avoir exposé simplement, mis en danger sa vie, son existence, de raison du fait de fautes, de manquements, d'imprudence et autres. Et donc là, il faudra attendre une affaire qui porte précisément sur la question de l'imprudence des autorités publiques, voire de leur faute, de leur culpabilité. Dans la gestion de... Voilà. Là, on pourra en parler, mais encore une fois, le temps de la Cour européenne, c'est un temps long en général, le temps de la justice, c'est un temps long, et ensuite, aussi plus généralement, il ne faut quand même pas se faire d'illusions, tous les États, tous les gouvernements européens
ont pratiqué la vaccination Oui, et ont poussé. La Cour européenne ne va pas d'un coup condamner tous les gouvernements. dire qu'ils se sont tous trompés. Merci. Alors, on va passer à un deuxième sujet, celui de la Pologne, puisque vous le savez peut-être, mais il y avait un gouvernement conservateur pendant à peu près 10 ans, jusqu'à cette année, et Donald Tusk, une coalition de gauche, l'a emporté. Alors, ils étaient sous le coup, et si je ne me trompe, d'une procédure de veille ou de surveillance ou de suivi pour les droits de l'homme par la Commission européenne de l'Union européenne. Et depuis que Donald Tusk est là, cette procédure de suivi a été levée. Oui. Est-ce que ça veut dire pour autant que les droits de l'homme sont parfaitement respectés aujourd'hui en Pologne? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en Pologne une vraie guerre culturelle. Oui. C'est un champ de bataille culturel, mais déjà depuis de nombreuses années. Vous l'avez dit, l'Union européenne a imposé des sanctions financières très lourdes sur la Pologne, du temps du précédent gouvernement effectivement conservateur. Ces sanctions financières ont été levées quasiment aussitôt après l'élection de M. Tusk. Donc la Pologne a reçu tout l'arriéré de milliards d'euros qui était retenu par la Commission pour faire pression sur les Polonais. Donc il y a une guerre culturelle. Cette guerre culturelle, on l'a aussi vu dans les médias. Ça veut dire qu'il y a des fondations, notamment la fondation Open Society de M. Soros, encore une fois, qui a fait l'acquisition d'organes de presse en Pologne, à l'époque donc du précédent gouvernement, pour faire pression, pour mener cette bataille culturelle. Donc il y a eu une vraie bataille culturelle qui s'est soldée par l'élection de M. Tusk. Et depuis cette élection, eh bien, on assiste à quoi? On assiste en fait à une espèce de purge, de ménage, de revanche. En tout cas, voilà, l'actuel gouvernement vraiment ne va pas de main morte et il remplace tous les fonctionnaires. Alors il y a eu beaucoup de. Alors d'abord les médias. Oui. C'est-à-dire que les médias publics ont été entièrement lessivés. Renouvellement les gens ont été virés, renouvellement des équipes, renouvellement des journalistes, prise en main par le nouveau pouvoir des médias publics. Et donc là, ça ne pose pas de problème à la Commission européenne? Là, non, on ferme les yeux en fait. Là, on ferme les yeux parce que c'est simplement en fait cette idée que c'est comme si la Pologne sortait d'un régime totalitaire et que finalement il faudrait bien faire le ménage et donc exercer une forme de justice, comme on dit, transitionnelle, où on passe d'un régime à un autre. C'est comme s'il y avait en fait un changement de régime en Pologne. Et donc il faut que tous les cadres de l'ancien régime soient remplacés par des cadres du nouveau régime qui pensent différemment. Il y a une telle différence de pensée, une telle différence politique entre l'actuel gouvernement et le précédent qu'il y a vraiment, non pas un renouvellement, mais un remplacement. Peut-être que les Français peuvent se souvenir pour certains de ce qu'a été l'élection de François Mitterrand en 81. Eh bien, quand il est arrivé au pouvoir, il a nommé en masse dans les universités, dans les médias, des socialistes. Il a voulu vraiment installer les socialistes au poste de pouvoir culturel en France. Eh bien, c'est la même chose qui se passe en Pologne, mais ça s'accompagne aussi d'actes un peu symboliques ou de guerre médiatique. Et là, c'est le cas, on en a parlé récemment sur le site de l'ECLJ, d'un ancien ministre des Affaires européennes, secrétaire d'État aux Affaires européennes, M. Romanowski, qui, parce qu'il était une figure prometteuse de la droite conservatrice polonaise, eh bien, a fait l'objet d'une espèce de cinéma, d'une arrestation. On a envoyé chez lui, la police, quasiment le GIGN, cagoulé le matin. Il a été sorti de son lit, menotté, parasé devant les télévisions. Alors qu'en fait, certes, il est poursuivi, mais on le traite vraiment comme si c'était un dangereux mafieux. Donc il y a une mise en scène de cette forme de, je ne sais pas comment appeler ça, de purge, du régime ancien, du régime antérieur, qui passe aussi par les médias. Et donc, oui, s'agissant de l'état de droit, là, pour le coup, on ne dit pas grand-chose en Europe occidentale, on laisse faire. Mais ce qui se passe en Pologne, en fait, est vraiment inacceptable. Et par rapport au sujet qui nous intéresse, à savoir la protection de la vie, principalement, la Pologne a aujourd'hui encore un des systèmes les plus protecteurs pour l'enfant à naître, puisque il n'y a que dans des situations extrêmement graves qu'un avortement peut être pratiqué.
Si je me souviens bien, donc Donald Tusk a tout de suite fait une proposition de loi pour libéraliser l'avortement, mais ça n'a pas marché. Est-ce que vous êtes un peu optimiste, Grégor, pour la protection de la vie, j'allais dire, dans les années qui viennent en Pologne, ou est-ce que vous pensez qu'il y aura de nouveau, surtout sur ce sujet, Non, une pression conjuguée il y a la pression pour sur 3 sujets. Ouais. L'avortement, les mœurs et l'immigration. Donc on a toujours dit au précédent gouvernement conservateur que s'ils lâchaient sur l'avortement, les mœurs et l'immigration, tout irait mieux pour eux. Ce sont là les éléments vraiment qui clivent. Ouais. Donc l'immigration, Donc c'est accepter quoi? plus de migrants. En fait, c'est les migrants qui viennent justement de l'Est et qui sont bloqués, qui étaient bloqués à la frontière de l'Est de la Pologne, les questions de mœurs et de famille et les questions d'avortement. Donc ça ne fait aucun doute que sur ces 3 questions, le gouvernement actuel souhaite s'aligner sur les positions de l'Europe occidentale. Il a essuyé un échec en matière d'avortement là récemment parce qu'un projet de loi introduit n'a pas obtenu la majorité, mais à quelques voix de différence seulement. Mais il va aussi réintroduire un nouveau projet de loi, je pense, rapidement. Et est-ce que vous pensez que si Marine Le Pen était élue en France, la Commission européenne mènerait la même sorte de guerre contre elle qu'elle a menée contre un gouvernement? Parce que, d'après vous, la Commission européenne a mené une guerre contre le gouvernement précédent parce qu'il était conservateur. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne aurait une attitude identique vis-à-vis de Marine Le Pen pour qu'elle reste Disons en quelque sorte dans les il y a rangs? 2 choses. Je pense que d'abord, la France, c'est d'abord un pays quand même plus puissant que la Pologne, plus important, même si la Pologne est un grand pays. Donc, la Commission ne peut pas traiter la France comme elle a traité la Pologne. Ensuite, Madame Le Pen n'est pas, le Rassemblement national n'est pas le PiS. Oui. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes positions sur les questions de Oui, mœurs, sur l'avortement et sur sur les l'avortement. mariages homosexuels. Donc je pense que le Rassemblement national est parfaitement conscient des limites de ce qui est acceptable par le pouvoir à Bruxelles ou ailleurs, et essaye de rester dans ses limites pour ne pas se mettre en but et en opposition frontale. Ensuite, la question aussi de savoir quelles seront les majorités dans d'autres gouvernements, dans d'autres pays. Maintenant qu'on voit qu'il y a l'Italie, qui est aussi pareil, Madame Meloni a compris un petit peu les limites, jusqu'où elle peut aller dans le conservatisme, sans prendre trop de contre-coups à Bruxelles. Voilà, donc je pense que ça dépendra aussi du contexte. La Pologne, moi je suis convaincu que l'une des raisons principales, c'était l'avortement et l'immigration, mais surtout l'avortement. La Pologne a fait l'objet de forts investissements de la part de fondations libérales occidentales qui voulaient obtenir une forme de révolution culturelle en Pologne, comme ils l'ont obtenu précédemment en Irlande. Et d'ailleurs, j'ai observé, moi, que les efforts faits en Irlande pour obtenir cette révolution culturelle qui a eu lieu en Irlande, une fois cette révolution acquise en Irlande, eh bien, il y a eu une forme de transfert de l'investissement vers la Pologne pour faire tomber la Pologne. Ah oui, Irlande, problème réglé. Et je peux déjà vous dire qu'après la Pologne, ce sera Malte. Et en fait, on traite un pays après l'autre. Et si vous regardez les investissements qui ont été faits par les fondations pour susciter des actions par des ONG, soi-disant locales, de contestation, pour acheter des médias, eh bien, c'est très clair. C'est très clair que ça a été parfaitement préparé. Et maintenant, on verra si la Pologne est capable s'il y a en Pologne des forces capables de résister. Et ça, essentiellement, finalement, à la fin, une question de nature religieuse. Est-ce que l'Église en Pologne est assez forte, en fait, pour résister à cette révolution culturelle? Très bien, on verra. On va finir cette première vidéo par la dernière rubrique que je vais intituler « En bref », avec 2 bonnes nouvelles. 2 petites affaires, est-ce que vous pouvez juste nous en dire, toucher 2 mots? La première, c'est une victoire sur l'euthanasie à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu un petit... Oui. Alors l'affaire Karsai contre Hongrie, oui. Effectivement, le lobby mondial de l'euthanasie a beaucoup investi dans une affaire contre la Hongrie, un pays assez vulnérable, pour obtenir effectivement la reconnaissance d'un droit à l'euthanasie des personnes gravement malades.
Donc, il demandait à la Cour européenne des droits de l'homme un droit de l'homme à l'euthanasie. Voilà, un droit de l'homme à l'euthanasie ou au suicide assisté, hein, ce qui revient au même, pour les personnes gravement malades et condamnées, en fait. Hein. Donc, voilà, la Cour a dit non. La Cour a dit non, clairement, il n'y a pas de droit invocable à être euthanasié ou au suicide assisté. La Cour maintient sa position consistant à dire que l'euthanasie n'est pas nécessairement contraire aux droits de l'homme, mais les États n'ont pas l'obligation de légaliser l'euthanasie. Donc victoire importante. Ce lobby a demandé que l'affaire soit rejugée en grande chambre. Et là, la Cour, donc, hier, vient de refuser de rejuger l'affaire, donc déclarant ce jugement définitif. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on pouvait quand même, c'est au moins des choses quand même que d'estimer qu'il n'y a pas de droit de l'homme à l'euthanasie, puisque précisément les droits de l'homme ont été conçus après la guerre, en partie contre les pratiques d'euthanasie. On se réjouit avec ce qu'on peut. Et l'autre décision, c'est vis-à-vis de la pornographie et de la France. On a dit sur le site que la CEDH a mis un coup d'arrêt un petit peu à la... Alors c'est pareil, c'est intéressant. Voilà, je pense que les personnes qui nous suivent seront intéressées de savoir que le prochain grand sujet, le nouveau droit, vous savez, on avait tous ces droits là, l'avortement, l'euthanasie, le prochain grand sujet, c'est la prostitution. La prostitution est-elle un droit de l'homme ? Être prostituée, est-ce protégé au titre des libertés individuelles? Donc voilà, il y a une volonté, encore une fois, soutenue, financée, organisée au sein de fondations internationales, d'ONG internationales, on retrouve encore d'ailleurs l'Open Society, de promouvoir ce qu'ils appellent le sex work, le travail du sexe, comme étant un travail légitime et comme étant donc parfaitement respectable, devant être légalisé et protégé. Et donc cette poussée, cette revendication de faire de la prostitution un métier normal, et donc protégé, donc supprimer toutes les interdictions, toutes les restrictions, eh bien ça s'exerce, le militantisme s'exerce, que ce soit à Genève, aux Nations Unies, à Bruxelles ou à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, c'est toute un groupe d'associations et d'ONG qui ont poursuivi la France, en estimant que la législation que nous avons en France, qui consiste à condamner les clients, eh bien en fait, porte atteinte aux droits des personnes prostituées. Ils ont voulu obtenir la condamnation du système, du modèle français, de condamnation des clients, et à travers cela, la reconnaissance que la prostitution est en fait un métier ordinaire et mérite simplement d'être encadré et légalisé. La Cour européenne, sur ce sujet, leur a donné tort. Voilà, et donc effectivement, c'est une bonne nouvelle. Elle a estimé que la France pouvait parfaitement avoir ce modèle. Est-ce qu'elle dit que la prostitution n'est pas un métier comme les autres ? Alors, elle évite de se prononcer complètement là-dessus, mais c'est implicite, et elle dit que la France peut conserver cette législation. C'est important parce que à l'ONU, il y a par exemple la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la santé, Madame Mofokeng, qui est une espèce d'hystérique, c'est vrai. On a un portrait sur le site. Voilà, vous regardez sur le site de l'ECLJ son portrait, eh bien, elle milite pour la prostitution, de même qu'elle milite pour le reste, quoi, pour l'avortement, etc. Et donc il y a cet effort international à l'opposé, simultanément, au Conseil de l'Europe ici à Strasbourg, l'Assemblée parlementaire, il y a aussi un travail qui est fait actuellement au soutien de la prostitution, mais en même temps, le Parlement européen a adopté une résolution très bonne contre la prostitution, qui a été condamnée par des experts de l'ONU. Enfin, donc aujourd'hui, c'est vraiment un sujet ouvert. Le combat est ouvert. Et donc, cette décision de la CEDH sur la prostitution est une bonne décision sur le principe. Maintenant, nous allons à l'ECLJ approfondir le sujet. Et effectivement, on va continuer à travailler sur ce sujet important, qui est aussi lié à celui de la pornographie. Super. Donc je précise bien, comme vous l'avez dit, Grégoire, que les affaires dont on a parlé font pour la plupart l'objet d'articles sur notre site. Donc si vous voulez aller plus loin ou avoir les références, je vous invite à aller sur le site eclj.org. Puis encore une fois, je vous invite à liker et partager cette vidéo, surtout si vous avez appris quelque chose.
Merci beaucoup et puis à très bientôt.